Lorsque nous pensons à la chute de l'Empire romain, nous avons tendance à penser qu'elle était inévitable, que tous les empires humains ont une date d'expiration et que chaque empire, quelle que soit sa stabilité, doit tomber à un moment donné. Nous pensons que l'Empire romain était devenu vieux, corrompu, faible et devait tomber plus tôt ou plus tard. Mais pour les contemporains, la chute de l'Empire n'était jamais acquise. Et en fait, beaucoup de Romains pensaient même aussi tard que le 5e siècle que les difficultés de l'Empire passeraient à nouveau. L'Empire n'avait-il pas déjà connu des moments très difficiles et survécu? L'Empire a-t-il résisté aux invasions barbares avant, pendant la crise du 3e siècle, et a-t-il survécu? Les Alamans et les Goths avaient envahi l'Empire pendant la crise du 3e siècle et avaient détruit de nombreuses villes du nord de l'Italie à la fin des années 250 et à nouveau au début des années 270. Les assaillants n'ont-ils pas été repoussés par Galien lors de la bataille de Mediolanum en 259 et par Aurélien en 261? L'Empire n'aurait-il pas subi une défaite humiliante contre les Perses, où l'empereur Valérien lui-même a été capturé par le roi perse en 260 après Jésus-Christ? L'Empire n'aurait-il pas été fracturé auparavant en 3 entités distinctes, avec l'Empire gallique déclarant son indépendance de Rome en 260 et un empire palmyrénien suivant en 270? Si la crise n'avait pas entraîné la rupture du réseau commercial romain en de nombreuses parties, causant également de graves problèmes économiques et une inflation galopante? Et pourtant, l'Empire romain avait triomphé et survécu à ces temps très sombres grâce à des héros tels qu'Aurélien. Pourquoi l'Empire devrait-il tomber maintenant au 5e siècle après Jésus-Christ? Qui pouvait dire que cela ne serait pas retenu comme la crise du 5e siècle avant Jésus-Christ et que l'Empire romain résisterait à ces temps troublés et chaotiques? Examinons donc maintenant les moments où l'Empire romain aurait pu être sauvé si les bonnes personnes avaient été aux commandes au bon moment, ou si l'histoire aurait divergé pour une raison quelconque de la voie qu'elle a prise dans notre chronologie. La bataille d'Adrianople en 378 après Jésus-Christ. La bataille d'Adrianople est souvent considérée comme le début de la fin de l'Empire romain occidental, car cette défaite des Romains déclencherait une chaîne de réactions qui aboutirait à de grandes migrations et à l'installation de peuples germaniques à l'intérieur des frontières de l'Empire romain occidental. Cela aurait à son tour érodé la base fiscale de l'Empire romain occidental, qui avait les provinces plus pauvres par rapport à l'Est et était géographiquement plus exposé aux menaces barbares que l'Est. De plus, cela créerait un conflit constant dans le territoire de l'Empire, menant finalement à sa chute entre 476 et 486 après Jésus-Christ, de la déposition du dernier empereur Romulus Auguste en 476 à la chute du royaume de Soissons en 486. Mais tout a commencé avec la bataille d'Andrinople. Les Goths, une tribu germanique, avaient fui devant l'avancée des Huns, une tribu asiatique brutale de cavaliers qui poussait vers l'ouest, originaire d'Asie. Les Goths avaient traversé le fleuve Danube en 376e après Jésus-Christ et demandèrent l'asile dans l'Empire romain. En raison de la mauvaise gestion de la situation, qui doit certainement être le sujet d'une vidéo à part, la situation s'est rapidement détériorée, ce qui a conduit à un conflit ouvert entre les Goths et les Romains. Cela s'est conclu par la bataille d'Adrianople en 378 après Jésus-Christ. Valène, l'empereur romain d'Orient, a décidé contre l'avis de ses 6 officiers de ne pas attendre des renforts de l'empereur romain d'Occident Gratien. Les historiens actuels estiment la force des forces de l'Empire romain d'Orient à environ 15 000 troupes, 10 000 fantassins et 5 000 cavaliers, et les forces gothiques à un nombre égal également d'environ 15 000 troupes.
En raison d'erreurs tactiques, l'armée romaine a été défaite de manière décisive, ce qui a entraîné des pertes incalculables. Seul un tiers de l'armée romaine a réussi à se retirer. Et maintenant, puisque le noyau de l'armée romaine orientale avait été handicapé, elle était incapable de vaincre complètement les Goths, et donc les Romains orientaux durent leur permettre de s'installer sur les terres romaines. Ils deviendraient une entité distincte à l'intérieur des frontières de l'Empire, parfois agissant comme foederati, mais parfois agissant indépendamment ou même hostiles à Rome, ce qui aboutirait finalement au sac de Rome par les forces wisigothiques en 410, affaiblissant encore plus l'Empire occidental et liant une grande partie des forces romaines occidentales à des conflits qui auraient été fortement nécessaires à la frontière du Rhin. Si Valens avait attendu Gratien, les Romains auraient eu de très bonnes chances de gagner cette bataille, et l'histoire aurait pris un chemin entièrement différent. Les Goths auraient pu être réduits au statut de foederati dès le début, et n'auraient jamais été une entité distincte dans l'Empire. Ainsi, les troupes romaines de l'Ouest n'auraient pas été engagées dans de nombreuses batailles avec les Wisigoths, mais auraient plutôt pu se concentrer sur la frontière du Rhin, et même peut-être empêcher la traversée du Rhin en 406 après Jésus-Christ. Dans cette chronologie, l'Empire romain d'Occident aurait pu se stabiliser et les tribus germaniques n'auraient pas envahi l'Empire, mais elles auraient plutôt été installées aux frontières de l'Empire en tant que force foederati. L'Empire occidental aurait ainsi pu survivre quelques centaines d'années de plus, voire jusqu'à nos jours sous une forme ou une autre. La bataille de la rivière Frigidus en 394 après Jésus-Christ est l'une des plus grandes catastrophes pour l'Empire romain occidental qui est souvent négligée. Dans ce conflit, l'usurpateur romain occidental du trône, Eugène et son magister Militum Arbogast, étaient opposés à l'empereur romain d'Orient Théodose et son magister Militum Flavius Stilicon. L'ascension au pouvoir d'Eugène et Arbogast sera le sujet d'une autre vidéo. C'est particulièrement intéressant, car c'était la dernière fois que les anciens temples païens et nous aurions pu assister aux anciens rites païens exécutés à Rome pour la dernière fois. Théodose, cependant, n'a pas reconnu Eugène comme l'empereur légitime de l'Ouest et avait l'intention de faire de son fils Honorius l'empereur de l'Ouest. Il marcha contre Eugène et Arbogast et les deux armées ennemies se rencontrèrent à la rivière Frigidus le 5 septembre 394 après Jésus-Christ. Cette bataille mérite encore une vidéo entière à elle seule. Les deux armées avaient une taille d'environ 50 000 troupes et la bataille a d'abord bien commencé pour Eugène et Arbogast. Mais le lendemain, la situation a complètement changé lorsqu'un vent fort s'est soudainement mis à souffler en direction des forces romaines de l'Ouest, donnant ainsi l'avantage aux Romains de l'Est. Les Romains de l'Ouest ont alors été complètement vaincus. Eugène a été capturé et décapité et Arbogast s'est suicidé. Les conséquences furent un désastre complet pour l'armée romaine occidentale. Presque toutes les légions de Rome occidentale ont été détruites, de sorte que le nouveau magister militum de l'Ouest, Flavius Stilicho, a dû recruter de plus en plus de mercenaires barbares comme fédérés dans les légions. Cela créerait des problèmes immenses plus tard, car le pourcentage de fédérati augmenterait à un tel point que les troupes romaines deviendraient la minorité. Ces fédérati auraient alors souvent des agendas contraires à l'Empire et dans les dernières années de l'Empire occidental. Les chefs barbares sèmeraient la terreur dans l'Empire affaibli, accélérant encore plus sa chute. Ainsi, la bataille de la rivière Frigidus est un événement important, et si elle avait été évitée, par exemple par Théodose acceptant Eugène comme empereur de l'Ouest, l'Empire romain de l'Ouest n'aurait pas eu à compter autant sur les forces barbares plus tard. Ceci aurait signifié en retour une armée romaine occidentale plus forte pouvant potentiellement résister à la traversée du Rhin en 406 après Jésus-Christ. L'Empire romain occidental aurait pu durer bien plus longtemps que dans notre chronologie.
Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à ce canal pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'histoire de l'Empire romain tardif. Merci à toutes mes amies. La traversée du Rhin en 406 après Jésus-Christ. Un autre événement important dans l'histoire de l'Empire romain d'Occident tardif était la traversée du fleuve Rhin le 31 décembre de l'année 406 après Jésus-Christ par des tribus germaniques, bien que cette date exacte soit toujours débattue parmi les historiens. Un grand groupe de Quads, Vandales, Sarmates, Saxons, Burgondes, Alamans et quelques autres tribus traversèrent en grand nombre le territoire romain occidental et commencèrent à piller de nombreuses villes dans la province de la Gaule au cours des années suivantes. Le Magister Militum Stilicho n'a pas pu les arrêter car ils devaient combattre des invasions barbares en Italie. D'abord, il a vaincu les Wisigoths à Pollentia et Vérone en 402, puis il a vaincu une grande incursion des Vandales et des Wisigoths sous Radagèse en 406 à Fiesole. On pense qu'il a retiré de nombreuses troupes romaines de la région du Rhin afin de pouvoir gagner contre les invasions de l'Italie. Les invasions barbares dans la Gaule romaine et plus tard en Espagne étaient une tache noire dans la carrière de Stilicho que beaucoup de contemporains lui reprochaient. Mais que se serait-il passé si Stilicho avait choisi une approche plus équilibrée pour la défense de l'Italie? Il est discutable s'il aurait eu assez de troupes pour repousser les Vandales et les Goths et en même temps défendre la frontière du Rhin. Mais si la frontière du Rhin avait été suffisamment fortifiée par quelques moyens, le passage du Rhin cette année fatidique aurait pu être évité. Une résistance romaine organisée à la frontière aurait empêché les tribus germaniques d'entrer en Gaule et cela aurait arrêté l'effet en cascade qui mènerait plus tard aux Vandales conquérant l'Afrique et aux Suèves et Wisigoths créant leurs royaumes séparés en Espagne. Mais comme je l'ai dit, il est discutable si Stilicho aurait pu réaliser cela avec les troupes qu'il avait. Personnellement, je pense que l'Empire romain occidental aurait cruellement eu besoin des légions qui ont été détruites lors de la bataille de la rivière Frigidus en 394 pour pouvoir empêcher la traversée du Rhin en 406. Si un événement peut être considéré comme le début du déclin de l'Empire romain occidental, c'est l'exécution de Flavius Stilicho, Magister Militum de l'armée occidentale, en 408 après Jésus-Christ. Honorius, fils de Théodose, avait été fait empereur de l'Ouest peu avant la bataille de la rivière Frigidus et, avec la victoire de Théodose sur Eugène et Arbogast, rien ne se dressait sur le chemin de Honorius pour devenir empereur. Malheureusement, Honorius s'est avéré être un empereur faible et incapable, et, à mon avis, il figure parmi les pires empereurs romains de tous les temps. En 408, les Wisigoths ont tenté d'envahir l'Italie à nouveau après avoir été vaincus par Stilicho en 402. Cette fois, Stilicho a convaincu le Sénat romain de payer 4000 livres d'or afin de persuader les Goths de quitter l'Italie. Le puissant ministre Olympe, pendant ce temps, à la cour impériale de Ravenne, a convaincu Honorius que Stilicho complotait avec les Wisigoths pour renverser l'empereur. À son retour à Ravenne, Stilicho a été exécuté. Mais pas seulement lui, non. Honorius avait également ordonné l'exécution d'Oisirius, le fils de Stilicho, et d'autres personnes clés qui occupèrent des postes sous le commandement de Stilicho. Cette purge a également visé les familles des troupes fédérati de Stilicon. C'est eux qui a entraîné leur défection en grand nombre vers les Wisigoths d'Alaric. Ainsi, Honorius n'avait pas seulement tué le plus puissant défenseur de l'Empire romain occidental, mais il avait ainsi même augmenté la force des Wisigoths. Et en effet, 2 ans plus tard, les Wisigoths entrerèrent cette fois sans entrave en Italie, car il n'y avait plus de Stilicho pour l'empêcher. Et ils pilleraient la ville de Rome elle-même en 410 après Jésus-Christ. La ville qui n'avait pas été pillée depuis 800 ans.
Ce serait un grand choc pour l'Empire parmi les contemporains. Après le sac de Rome, les Wisigoths établiraient leur propre royaume indépendant en Hispanie. Ce désastre aurait pu être évité si Honorius avait été un empereur plus capable ou si Olympius n'avait pas exercé une si grande influence sur lui. Si Honorius n'avait pas exécuté Stilicho, son fils et 16 officiers, l'histoire aurait très probablement été très différente. Stilicho aurait maintenu les Wisigoths sous contrôle et aurait recruté de nouvelles troupes de la province de l'Iricum. Il aurait pu plus tard vaincre avec succès les tribus germaniques, envahissantes en Gaule et en Espagne, stabilisant ainsi l'Empire à un moment critique. Le sac de Rome n'aurait pas eu lieu non plus, ne dévastant donc pas le moral de la population romaine. Au final, si Stilicho avait vécu, les événements du 5e siècle auraient pris un chemin très différent et l'Empire romain d'Occident aurait ainsi pu survivre bien plus longtemps que dans notre chronologie. Les Vandales conquérant l'Afrique entre 429 et 439 après Jésus-Christ. Après l'exécution de Stilicho, le très capable commandant Constantius III parvint à stabiliser un peu l'Empire romain d'Occident. Il a atteint le rang de Magister Militum en 411, a réprimé la rébellion de Constantin III et a mené la guerre contre les Wisigoths, les vainquant en 416. Il a alors vaincu diverses autres tribus germaniques, récupérant le contrôle de grandes parties de l'Hispanie et de la Gaule d'ici 420. Malheureusement, il est décédé déjà en 421 avant Jésus-Christ. Plus tard, le très capable Flavius Aetius s'éleva au pouvoir, devenant Magister Militum de l'Ouest en 429. Malheureusement, d'autres puissants commandants militaires étaient engagés dans une lutte de pouvoir avec Aetius. Ceci était pour un Flavius Félix, le magister utriusque milicier de l'Italie, et l'autre était Boniface, un général et gouverneur dans la province d'Afrique. Félix a accusé Boniface de vouloir créer son propre royaume en Afrique romaine. Ainsi, Félix a envoyé ses fédérés goths pour renverser Boniface. Ainsi, comme si souvent, les Romains se battaient entre eux alors que les barbares frappaient aux portes, une image très typique de ces temps-là où la guerre civile était la règle, pas l'exception. Les Vandales ont vu cette lutte de pouvoir et ont décidé de traverser de l'Espagne à l'Afrique en 429 avec leur population entière de 80 000. Pendant ce temps, Aetius s'était rangé du côté de Bonifacius et certains pensent que c'est sur les ordres d'Aetius que Félix a été assassiné en 430 après Jésus-Christ. Au cours des années suivantes, Boniface a essayé de défendre l'Afrique contre les Vandales, mais sans succès, les Vandales avançaient. Pour aggraver les choses, des hostilités éclatèrent entre Boniface et Aetius, et Boniface quitta l'Afrique pour combattre Aetius. Il a été mortellement blessé à la bataille de Rimini en 432, ne laissant qu'Aetius comme seul magister militum. Cette guerre civile entre Félix, Boniface et Aetius n'avait pas seulement déséquilibré l'Empire et à nouveau vidé ses troupes vitales nécessaires pour repousser les envahisseurs germaniques, mais elle avait laissé l'Afrique sans protection et permis aux Vandales de conquérir cette province romaine vitale. En 439, même Carthage était tombée aux mains des Vandales, où ils avaient maintenant établi leur propre royaume. Sans l'approvisionnement en grains d'Afrique, Rome ne pouvait pas soutenir sa population et a commencé à décliner. Plusieurs tentatives de reconquête de l'Afrique plus tard échoueraient. Ainsi, l'invasion de l'Afrique a été un facteur majeur dans la chute de l'Empire romain occidental, et c'est une tache noire dans la carrière d'Aetius. De nombreux historiens le voient d'un œil critique, en raison de son incapacité à empêcher cet événement désastreux de se produire. Cependant, il convient de noter qu'à cette époque, il a vaincu les Wisigoths dans le sud de la Gaule et a rétabli le pouvoir romain dans la province de Rhétie en vainquant les Jutungi dans cette région.
Et il a également vaincu les Burgondes en 436, les réinstallant et réduisant considérablement la taille de leur royaume. Pourtant, si Aetius avait choisi d'envoyer des renforts à Boniface ou de se rendre lui-même en Afrique pour combattre les Vandales, l'invasion de l'Afrique aurait pu être évitée. Avec l'Afrique restant sous la domination romaine, l'approvisionnement en grains à Rome aurait continué, de sorte que Rome n'aurait pas diminué au 5e siècle avant Jésus-Christ, comme elle l'a fait dans notre chronologie. Les impôts supplémentaires provenant de cette riche province auraient permis à Rome de continuer à recruter de nouvelles troupes, et l'Empire romain occidental aurait pu parvenir à se stabiliser. Sans les raids des Vandales qui harcelèrent l'Empire, les troupes romaines auraient pu assurer le statut de foederati des tribus germaniques pendant des décennies, empêchant ainsi les envahisseurs germaniques de former leur propre royaume sur le territoire romain. Dans cette chronologie, l'Empire romain occidental aurait eu de meilleures chances de survivre jusqu'après 476 après Jésus-Christ. Nous pouvons voir que la chute de l'Empire romain occidental n'était pas inévitable, mais entre 378 et 429, il y aurait eu de nombreuses occasions d'éviter la chute, ou du moins de la reporter à une date beaucoup plus tardive. Dans la prochaine vidéo, nous allons examiner 5 autres événements marquants de l'histoire tardive de Rome, où l'Empire aurait pu être sauvé jusqu'au milieu du 7e siècle. Merci d'avoir regardé, amis et amies de l'histoire romaine, et au revoir à tous.